Madame, Monsieur, bonsoir. Ce livre de près de 500 pages au titre admirable « L'honneur de vivre » est la somme d'une vie, de la vie de Robert Debré qui vient d'y mettre la dernière main à près de 92 ans et qui est l'un de ces hommes dont on peut dire qu'ils ont profondément marqué leur siècle. Promoteur en France puis dans le monde de la pédiatrie moderne, père d'une réforme universitaire, d'une réforme hospitalière qui ont permis le renouveau de la science médicale, Robert Debré, grand médecin, est en fait bien plus qu'un maître en sa profession. Pendant plus d'un demi-siècle, à la pointe de la vie intellectuelle et politique de son pays, il a largement contribué à écrire l'histoire de France. De ce qu'on a appelé la Grande Guerre à la période troublée séparant les deux conflits, pour en arriver à la débâcle de 40, à l'occupation, à la résistance. Il a participé avec son fils Michel Debré à la création de la Ve République, au sein de laquelle le général de Gaulle lui a confié des tâches très importantes. Aujourd'hui, ce vieux monsieur qui a, je vous le rappelle, 92 ans, se penche avec une étonnante lucidité sur son passé. Nous le recevons ce soir. Robert Debré, vous avez promu la pédiatrie moderne en France et dans le monde. Vous dites dans votre livre que vous avez considéré les enfants, et vous étiez peut-être le premier à le faire, comme de vraies personnes. Qu'entendez-vous par là? Oh, n'est-ce pas, vous me faites grand honneur en disant que j'ai promu. J'ai fait partie de ceux qui se sont efforcés de promouvoir, et j'ai été de cette équipe certainement qui a promu la pédiatrie en une discipline indépendante et importante. Et vous savez à quel point maintenant le rôle de l'enfant et la place de l'enfant dans la société sont devenus considérables, alors qu'autrefois, il y avait de la part des adultes un certain mépris, une certaine négligence. On disait c'est enfantin, c'est puéril, dans un sens de dénigrement. Et les adultes ne considéraient pas les enfants autrement que comme des futurs adultes qui n'étaient pas encore mûrs, qui n'avaient qu'à obéir, qui n'avaient qu'à apprendre. Et j'ai fait un effort pour montrer qu'au cours du développement du petit homme, il y avait une personnalité importante, qui était loin d'être indifférente, qui était capable d'observation, qui était capable de sensations, d'impressions qui restaient souvent définitives, et que l'attitude, en particulier du médecin, devait être vis-à-vis de cet enfant une attitude de considération comme une personne indépendante, et qu'il fallait écarter un peu à ce moment les parents, les prier de se taire, et essayer de donner à l'enfant toute sa valeur en le considérant comme il mérite d'être considéré, c'est-à-dire comme un être en voie de développement qui vraiment fait des progrès prodigieux de jour en jour. La Première Guerre mondiale, Robert Debré. Ah, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre pour nous. Ce fut un événement d'une profondeur, d'une diffusion des émotions extraordinaire. Vraiment, nous avons été pris par cette passion. Nous avions la sensation, la certitude que notre pays allait mourir, allait être détruit s'il ne se défendait pas. Et nous nous sommes acharnés à cette défense dans véritablement un massacre quotidien des nôtres, de nos amis, de nos camarades, de nos parents, de nos aînés, de nos cadets. C'était donc une période à la fois de sacrifice, d'héroïsme, de tension nerveuse, et qui nous a marqués d'une façon très profonde. Et nous étions convaincus que nous allions à la dernière des guerres, que nous allions créer un monde nouveau et qu'on ne se battrait plus après. Ce qui nous soutenait dans la vue des horreurs que j'ai évoquées, que bien d'autres ont évoquées mieux que moi, de ces batailles, de ces soirs de bataille, de ces nuits de combat, ce qui nous soutenait, c'était la pensée que notre patrie résistant et devenant victorieuse, nous établirions un monde nouveau, pacifique. Vous parlez précisément de l'entre-deux-guerres. J'aimerais que vous évoquiez pour nous ces voyages dont vous parlez dans votre livre, ces deux voyages, l'un en Autriche, l'autre en Allemagne, où vous vous sentez, dites-vous, face au péril qui monte.
Oui, précisément dans cette suite de la Première Guerre mondiale, qu'on a naturellement appelée ensuite l'entre-deux-guerres, nous avons senti se disloquer, si j'ose employer ce terme, ce dispositif, si j'ose dire aussi, de notre idéal. D'une part, on essayait difficilement, très difficilement dans notre pays, d'établir une situation meilleure pour la population ouvrière, pour la partie la plus déshéritée, les plus déshéritées de notre population. Il y avait un effort indéniable de relèvement et d'indépendance et de reprise de la dignité, de la vie de la classe ouvrière qui en avait à juste titre grand besoin. Mais, dans le même temps, ces voyages auxquels vous faites allusion me montraient qu'à côté de nous, un ennemi farouche, très vigoureux et sauvage à la fois, avec ce phénomène extraordinaire que je n'ai pas encore compris d'une Allemagne, l'Allemagne des philosophes, l'Allemagne des poètes, l'Allemagne des savants, complètement asservie à un psychopathe cruel et qui était prête à se lancer contre nous. Si bien que, tandis que nous assistions en France à des manifestations ouvrières pleines d'une bonne volonté, assez futile, il faut bien le dire, étant donné les circonstances, quand on passait la frontière et qu'on allait en Allemagne, on voyait toute une population dressée violemment et prête à faire la guerre avec toute sa force pour reprendre contre nous la puissance qu'elle avait perdue. Et cette impression était terrible, car dans le même temps, le peuple français ne se rendait pas compte, ne voulait pas, ne pouvait pas se rendre compte, n'était pas bien renseigné, était même souvent trompé, et puis il était trop affaibli par l'effroyable saignée de la Grande Guerre pour être capable de tenir tête à un adversaire plein de force et de passion. Alors ce contraste a caractérisé pour moi cette période où je sentais mes compatriotes voués à la défaite. La Seconde Guerre mondiale éclate et vous entrez bientôt dans la résistance, où vous retrouvez votre fils, Michel Debré, dont vous organisez l'évasion alors qu'il est arrêté par les Allemands, qu'il est prisonnier de guerre. Oui. Dans cette résistance, est-ce que vous avez retrouvé chez certains de vos compagnons ce même enthousiasme patriotique dont vous parlez à propos des combattants de la Première Guerre mondiale? Oui, n'est-ce pas, c'était vraiment autre chose. L'amour de la patrie, la sensation d'une France blessée à mort, et également nos revendications de fraternité humaine, de justice, de libération de l'homme, étaient les mêmes. Ou, si l'on peut dire, nous avions vraiment le même idéal. Mais quelle différence! En 14, nous étions toute la nation, tout entière, tous les Français, sans exception, unis pour cette bataille si dure et si cruelle, en plein jour, contre un ennemi qui nous combattait avec des armes de guerre et auquel nous résistions avec ces mêmes armes. Mais pendant la résistance, il fallait se cacher d'une police qui nous, toute prête à nous saisir de nous, à nous tuer, à nous torturer. Il fallait se cacher d'un grand nombre de nos compatriotes qui, découragés, trompés par le gouvernement de Vichy, s'imaginaient que l'Allemagne allait triompher, qu'il fallait rester collaborateurs de cette Allemagne et se cacher la honte d'une pareille attitude. Nous avions donc une partie importante de nos compatriotes contre nous, et puis à chaque moment la crainte d'être trahis, d'être trompés, d'être livrés à l'Allemagne par de faux frères, par des espions que la police allemande s'efforçait de glisser parmi nous. C'était une vie très particulière et tout était caché.
Et de temps en temps, on apprenait tout d'un coup qu'un réseau était désorganisé parce que certains des nôtres étaient pris et tués ou torturés ou envoyés dans des camps. De sorte que la vie était tellement différente et l'atmosphère tellement différente que nous ne pouvons pas avoir de ces deux époques des souvenirs proches. C'était trop différent. Il faut dire qu'il y avait des autres problèmes au cours de la guerre 39-45. Vous en parlez, c'est cette période où vous étiez dans les FFI. Vous dites, je me suis trouvé un matin face au problème juif. Comment est-ce que vous avez pris conscience de ce problème juif? Oui, n'est-ce pas? Je dois dire que je ne m'étais pas à me soucier vraiment de ce qu'on appelle ce problème, n'avait pas joué un rôle important dans ma pensée, dans ma conduite, dans ma vie. Et à ce moment-là, comme vous savez, autant sous l'influence de l'Action française que de Hitler, il avait été décidé que les Juifs seraient éliminés et, dans toute la mesure du possible, après ou sans torture, exterminés. Donc, il fallait se montrer solidaire de ces persécutés et se lancer dans leur défense et dans leur protection, quels que soient les risques que l'on pouvait courir. C'est ce que j'ai fait. Et puis, en même temps, on vous priait, on vous ordonnait de vous séparer des autres Français. Alors c'est là que je n'ai pas accepté. Je n'ai pas considéré que qui que ce soit, pas même ce vieux maréchal un peu fatigué, ni son entourage, ni les siens, n'avaient le moindre droit d'établir pour moi et ceux qui étaient autour de moi la moindre distinction. J'ai refusé de m'en soucier et fait comme s'ils ne l'avaient pas décidé. Je sentais d'ailleurs que je ne courais pas plus de risques que si j'avais obéi alors aux infamies qu'ils nous imposaient. Ce sont les deux dominantes de ma conduite, de ne mettre que personne n'ait le droit de discuter ma nation et qu'il fallait que je me batte pour les victimes d'une persécution abjecte. Vous expliquez dans votre livre que vous avez refusé tout port de l'étoile jaune et que ce morceau de tissu a rejoint dans un tiroir votre brassard des FFI que vous portiez à la libération de Paris. C'est cela. Alors vous parlez aussi à propos de la libération de Paris en disant que la réalité, une certaine réalité, cette libération de Paris a été déformée par les récits qu'on en a fait. Quelle était vraiment votre libération de Paris? Eh bien oui, vous avez bien raison de parler ainsi, de dire votre libération de Paris. Car vraiment, je puis dire qu'à la lecture des récits, à la vue des images, au spectacle des télévisions de la libération de Paris, aux articles de journaux et aux discours, en entendant, en voyant tout cela, je me sens rarement d'accord avec celui qui parle ou dépeint. C'est pour ça que vous avez raison de dire votre libération de Paris. Je crois que chaque soldat, d'ailleurs, nous n'avons qu'à relire Tolstoï, chaque soldat ou Stendhal voit la bataille de sa manière et il a sa bataille, il a sa guerre et moi j'ai ma libération de Paris. Je veux dire par là que quand on nous dit par exemple que Paris a été libéré par les troupes alliées, c'est notamment par la division Leclerc, la 2e DB qui est apparue au moment où nous étions fort inquiets, cela est vrai. Lorsque l'on dit que nous n'avons pu nous révolter que parce que les Allemands étaient en état d'infériorité, cela est évident. Le peuple de Paris n'aurait pas pu se révolter contre une Allemagne qui n'aurait pas déjà été vaincue et dont les soldats ne seraient pas devenus en partie des fuyards, c'est sûr. Mais, et il est sûr aussi que cette bataille a été une petite bataille pour ceux qui ont connu la guerre de 14-18, à la fois par les armes, par le nombre des combattants, par celui des victimes. Nous attendions autre chose. Nous attendions des armées allemandes
fuyant ou reculant devant l'avance alliée en Normandie et voulant traverser Paris, voulant se servir des ponts de Paris pour rejoindre leurs frontières. Et en même temps, détruire ces ponts et détruire des points stratégiques importants dans Paris. Et nous attendions à une vraie bataille avec une armée encore puissante. Et je peux affirmer que s'il avait eu lieu, le peuple de Paris, mal armé, naturellement médiocrement commandé et peu organisé, se serait battu dans une bataille de rue avec héroïsme. Mais cela ne s'est pas passé, l'armée allemande était en débandade, beaucoup de fuyards, et il n'y avait que quelques zones de résistance dans Paris où des Allemands très courageux ont résisté aux forces françaises de l'intérieur. Et celles-ci n'ont pas eu à continuer leur action, puisque est arrivée à ce moment-là la 2e division blindée de Leclerc. C'est cette façon dont j'ai vu et senti la libération de Paris. On peut dire vraiment en effet que Paris a voulu se libérer lui-même, était prêt à se libérer lui-même, et s'est révolté avant l'arrivée des bataillons alliés, ou des chars alliés, ou de la puissance alliée, parce qu'il voulait prendre la responsabilité, ce peuple, de sa libération. Et quand il y a eu quelques négociations pour un armistice, on l'a rejeté parce qu'on voulait vraiment une libération par soi-même. C'est peu après cette libération de Paris qu'en tant que chef des forces françaises de l'intérieur, vous avez fait la connaissance d'un homme avec lequel vous avez beaucoup collaboré par la suite, le général de Gaulle. Quelle a été cette première rencontre? Oui, cette première rencontre a été vraiment pittoresque et je l'ai racontée, je crois, comme elle est restée dans mon souvenir. Le général de Gaulle s'est fait présenter les différents officiers qui avaient commandé ces forces françaises de l'intérieur, qui avaient voulu et cherché, et dans une certaine mesure réussi à libérer leur ville. Et comme j'étais à la tête du service de santé de cette force française de l'intérieur, j'étais présenté avec les autres au général de Gaulle, qui nous a reçus à l'hôtel de Brienne, l'hôtel du ministre de la Guerre que mon fils, pas mal de décennies plus tard, devait habiter comme ministre de la Défense. Et le général de Gaulle nous a regardés, nous a inspectés, si je puis dire, de la tête aux pieds, d'un regard très, très noble, et nous a resté très froid vis-à-vis de nous, et considérant qu'il n'avait rien à nous dire, que nous avions fait notre devoir purement et simplement, et que nous n'avions pas à recevoir de compliments très spéciaux auxquels s'attendaient beaucoup des nôtres, si bien que cet accueil noble et un peu froid a laissé une sensation de carence, si je puis dire, chez beaucoup de mes camarades. Par la suite, bien entendu, tout a changé, et de toutes mes forces, je me suis placé à côté de mon fils pour essayer, auprès du général de Gaulle et de son gouvernement, de participer à ce redressement extraordinaire de la France. On ne se rend pas compte ce que fut cet effort réussi de redressement. Nous étions tombés tellement bas, nous étions tombés bas, sauf pour les résistants, très bas moralement. Nous étions tombés très bas comme ressources économiques, comme ressources financières, comme capacité de tous ordres, comme situation dans le monde, méprisée, considérée comme éliminée parmi les vraies puissances. Et vraiment, cette République que le général de Gaulle a prise en main, car il était à la fois un chef et un républicain, a contribué à un rétablissement on peut vraiment appeler une sorte de miracle français de ce moment-là. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé aux problèmes qui m'avaient toujours touché, c'est-à-dire la recherche scientifique, c'est-à-dire l'organisation des hôpitaux, c'est-à-dire le service de santé, c'est-à-dire la médecine française. Robert Debré, vous terminez votre livre en disant « Je suis là de porter l'honneur de vivre ». L'honneur de vivre, c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce que l'honneur de vivre? C'est très difficile à définir, mais j'ai voulu exprimer par là une impression que j'ai que peut-être la génération montante
considère avec trop de mépris cette vie humaine qui lui a été donnée, qu'elle ne voit pas avec assez de netteté qu'elle est un des chaînons sur une longue lignée d'hommes en général, et d'hommes de son pays, et d'hommes de sa famille, et qu'elle n'est rien en elle-même, si ce n'est un des éléments de cette longue lignée qui doit être suivie d'une postérité, et que ce n'est pas une sorte d'événement personnel que l'on peut traiter avec dénigrement, avec négligence, que la vie qui vous est donnée, mais un honneur qu'on vous a fait qu'il faut porter.